Bonsoir à tous, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire sur CLM TV. Angle mort, compromis, c'est la deuxième saison d'Angle mort, donc il est fixé chaque vendredi, la même heure et la même chaîne de télévision. Toujours avec mes deux invités, Yassine Merzougui, bienvenue, Bonsoir. et Karim Allam, marhaba bek. Merci pour l'invitation. Donc sans trop tarder, on va essayer un petit peu de voir, de trouver l'angle mort de l'actualité. On commence par cette information. Yassine, le sultan d'Oman, sera en visite en Algérie. Donc cette visite vient après celle du président Tebboune à Oman. Est-ce qu'il y a des perspectives de coopération? On n'a pas eu toutes les infos nécessaires sur le sujet. Bon, la première fois, la première visite a permis quand même de mettre sur rail plusieurs projets. Et aussi, si vous vous rappelez, le président de la République a reçu le président du groupe Bahwan. Donc le groupe Bahwan, il est là depuis une quinzaine d'années sur un projet des engrais avec Sonatrach. C'est un projet pour la production des engrais, Sharika al-Jazairiya al-Ommaniya, mais elle a eu beaucoup de difficultés à se mettre à produire ces engrais-là. Il y a eu beaucoup de blocages. Plusieurs facteurs ont contribué à ce retard. On est quand même sur 10 ans de retard par rapport au délai. Et donc, le fait que le président de la République reçoit à Oman le président du groupe Omani, c'est déjà un pas en avant. Et on commence à voir les fruits de cette partenariat. rencontre. Oui, cette rencontre a permis quand même de débloquer la situation. Et je pense que l'usine va bientôt commencer à produire. Et quels sont ce genre de blocage? 10 ans, c'est une vie, quoi. Oui. Il y a eu beaucoup de facteurs. Bon, d'abord le financement. Et puis les autorisations. On dirait que quelqu'un a fait pression sur Sonatrach pour bloquer la situation. Et maintenant, tout a été débloqué. Et c'est le plus gros projet avec le partenaire Omani. Yassine, tu as dit donc le projet a été bloqué pendant 10 ans. Donc disons que le partenariat a été scellé bien avant 2019. Non, je pense en 2010, 2011, comme ça. Ah, quand même, c'est un peu loin, oui. Mais il a pris beaucoup de retard. Très bien, très bien. Donc, quel est même mot sur ça? Juste pour dire que c'est la visite du sultan d'Oman entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, grâce à la volonté affichée du président de la République il montre qu'il y a quand même une volonté de travailler avec certains pays du Golfe. Et le sultanat d'Oman, c'est un pays, il y a à peu près 5,1 millions d'habitants, pas plus. C'est un pays qui vit essentiellement des hydrocarbures, du pétrole. Donc, et c'est vrai qu'ils activent également sur certaines filières telles que le marbre. Okay. Et avec l'Algérie, pour revenir à ce projet dormant, projet bloqué durant de longues années, il touche une famille de produits stratégiques, les engrais. Les engrais, ce n'est pas rien du tout. C'est un produit stratégique qui rentre dans la sécurité alimentaire et qui va avoir les premiers rôles. C'est un produit qui va avoir les premiers rôles d'ici quelques années. Eu égard aux études qui montrent que l'avenir, dans 10-15 ans, va se jouer autour justement des fertilisants et de tout ce qui est apport en termes d'intensification agricole. C'est dans ce chapitre. Et là, je pense que la situation est appelée à se débloquer grâce aux nouvelles relations bâties autour de la confiance que construisent les deux chefs d'État. Merci Karim, je reste avec toi. On a eu aussi, restons dans le sujet de la coopération. On a eu une information sur un groupe allemand qui va investir dans le chemin de fer, c'est le groupe Vostloff. C'est un groupe
qui est spécialisé. C'est un groupe allemand coté au niveau de la bourse allemande, bien sûr. Il fait un chiffre d'affaires d'à peu près un peu plus de 1 milliard de dollars. Donc, il fait référence dans son domaine. Il est spécialisé dans tout ce qui est fixation, stabilisation des rails, et ce qui est en relation avec les aiguillages des chemins de fer. Donc, c'est un groupe allemand qui a décroché, si ma mémoire est bonne, un contrat de 59 millions d'euros en Algérie. Il va participer à l'aventure ferroviaire de l'Algérie. Okay? Donc, il va intervenir sur le tronçon, en principe, Rard-Bilet-Bichar. Voilà. Mais c'est carrément, on ne peut pas parler de chemin de fer sans poser la question à Yassine, fils de cheminot. Donc c'est une famille de cheminots, donc il peut nous en dire un peu plus sur Ça, je ne le savais pas. Eh ben, je te l'apprends. Donc il est né. Et je suis le seul de la famille qui n'a pas travaillé au chemin de fer. Eh ben, Il a déraillé. il a déraillé. Il a déraillé. Donc Yassine, un mot sur cette arrivée de. Quand même, c'est un groupe très puissant, Voslov. Chemin de fer, quand même. Si on parle juste de ce qui a été engagé au sud du pays, c'est des milliers de kilomètres. Oui, c'est peut-être le seul pays au monde, après la Chine, qui a autant de projets dans les chemins de fer. Et puis, c'est bien qu'il y ait cette diversification du moment qu'on a travaillé avec les technologies italiennes, technologies françaises. Chinoise aussi. Oui, il y a les Chinois, c'est récent. Mais traditionnellement, c'était les Allemands, les locomotives américaines, beaucoup d'équipements allemands et italiens. Donc cette fois-ci, c'est bien qu'il y ait le retour en force des groupes industriels allemands parce qu'ils savent tous qu'il y a de grands projets en attente ici en Algérie. Et donc tout le monde s'empresse à se placer sur les projets à venir ici en Algérie. Très bien. Restons toujours dans les relations avec des pays étrangers dans le domaine industriel et commercial. Karim, l'excédent commercial avec l'Italie. Avant l'excédent, on va parler du chiffre d'affaires. En fait, le niveau des échanges, qui est fort important, enregistré en 2024 entre l'Italie et l'Algérie. Absolument. Il passe les 15,8 milliards de dollars. 15,8 milliards de dollars. Et la belle affaire, ce sont les 12,4 ou 12,5 milliards de dollars d'excédent commercial en faveur de l'Algérie. D'accord ? Ces chiffres traduisent en réalité le haut niveau de confiance des relations stratégiques et surtout amicales scellées entre les deux pays, d'accord, il y a à peu près 2 ans. Donc on commence à voir les résultats de cette confiance et de cet appétit pour les échanges positifs, pour l'établissement d'investissements de part et d'autre. Je ne vais pas parler de l'investissement italien à Timimoun, pour ce qui est à tout ce qui concerne les céréales et les cultures stratégiques, c'est le groupe italien BF, okay, et qui va aussi élargir sa présence pour ce qui est les viandes rouges. Donc, c'est un bel investissement. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un savoir-faire italien en la matière, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est céréales, il y a un savoir-faire reconnu mondialement. Ce qui est bien, c'est que ça va concerner le sud de l'Algérie. C'est un investissement d'appel qui peut en entraîner d'autres pas forcément italiens. Okay ? C'est un investissement aussi, entre guillemets, à titre d'éclaireur. Bien sûr, qui vient... Il peut drainer d'autres. Exact, qui peut drainer d'autres. Ce qui est important aussi, c'est le nouveau statut que cela va conférer au sud algérien. Le sud algérien qui va se libérer ainsi de cette idée d'avant qui faisait que le sud ne pouvait signifier qu'hydrocarbures et autres. Là, c'est le sud qui est appelé à nourrir probablement le nord et le sud également, c'est-à-dire l'Afrique. Absolument. Donc, revenons D'autant plus que dans la feuille de route globale, il y a des zones franches qui ont été prévues. Il y en a 5 qui ont été prévues.
au niveau de certains points des frontières algériennes avec certains pays. D'accord? Donc cet aspect-là est important. L'Italie, qui va devenir aussi le hub en Europe Absolument. de toutes les ressources énergétiques qui seront servies par l'Algérie. Donc on parle de gaz, d'électricité, d'ammoniac, d'hydrogène vert. Et donc ce sont des projets énormes qui sont en train de prendre naissance entre les deux pays. Et là, les échanges commerciaux qui ont atteint ce niveau montrent que lorsque la confiance est là, les affaires se retrouvent à merveille. Absolument. Yassine, moi sur les relations commerciales et économiques avec l'Italie. Donc déjà, on était sur un bon seuil, mais l'arrivée de Giorgina Meloni a accéléré un peu la cadence des échanges et il faut s'attendre à de meilleurs résultats à travers la concrétisation de beaucoup de projets en commun dans tous les domaines pratiquement. Toujours dans ce sillage, nous avons enregistré la semaine passée, le retour de Saipem dans les activités pétrolières avec son attaque. Je pense ils ont eu 2 contrats. Non, pas de contrat, c'est une préqualification pour les projets, contrôle des projets de Sonatrach. Et c'est une bonne chose le retour de Saipem. D'abord, c'est un géant mondial, et puis bzaf alayhom. Ils ont été écartés pendant plus de 15 ans. Donc, Ghalto, c'est vrai, mais ce n'est pas de leur faute. C'est Chekib Khalil qui avait exigé des ristournes. Bon, c'était une situation. Maintenant, je pense qu'ils vont apporter un savoir-faire nouveau. Parce que pour la concrétisation des projets dans l'industrie pétrolière, tu es à la merci des technologues américains qui sont extrêmement chers. Et puis en face, tu as maintenant l'émergence des Chinois. Il nous faut toujours un partenaire européen pour balancer entre les deux. En plus, pas n'importe quel partenaire. Saipem, on connaît Saipem. C'est une grosse Algérie. pointure. C'est une grosse pointure. En plus, Oui. sa relation avec l'Algérie ne date pas d'hier. Oui, ils ont construit par exemple le gazoduc qui va en Espagne via la Méditerranée. Ils ont construit pas mal d'infrastructures ici en Algérie. Donc le scandale du GK3 a terni cette image. J'espère qu'ils auront appris la leçon et vont reprendre des relations normales avec les entreprises algériennes. Très bien, très bien. Si tu permets, sur la même lancée, je crois que le ministre de l'Énergie algérien, le 8 avril dernier, il a rencontré le patron de Saipem, donc en présence du PDG de Sonatrach et de celui de Sonelgaz. Donc il a rencontré les hauts responsables de Saipem. Pourquoi? Parce que Saipem sera appelé à jouer un rôle majeur dans les relations Algérie-italiennes. Absolument. Le rôle de Saipem sera inéluctable. Donc, il y a recomposition des champs d'intervention et bien sûr, il y a une discipline de travail qui sera établie toujours sur l'ordre de la confiance. Très bien. Restons toujours dans les relations internationales. Depuis quelque temps, notamment depuis le retour de Donald Trump à la présidence aux États-Unis, la guerre commerciale et économique avec la Chine, un mot sur ça, bon, probablement des répercussions sur le reste du monde. Effectivement, c'est une sale guerre qui se répercute pratiquement sur tous les pays. Le problème pour Trump, c'est de trouver 3 000 milliards pour refinancer sa dette intérieure. Il doit le faire avant fin juin. Sinon, il n'aura pas assez d'argent pour financer la dette. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de marchander un peu cette histoire. Vous rachetez la dette américaine pour baisser les taxes. Ça n'a pas marché. Maintenant, il s'est pris 90 jours, c'est-à-dire
avril, mai, juin. À la fin, il va décider ce qu'il va faire. Mais on voit déjà que la Chine s'était bien préparée pour cette guerre. La Chine a tous les atouts pour briser la force du dollar. Dès lors que le dollar est affaibli, c'est la fin de tout l'empire américain. Tout va s'écrouler avec le dollar. Et les Chinois ils sont en train de miser sur cet aspect-là pour essayer de calmer un peu les choses avec les États-Unis. Karim, la semaine passée, c'était les 100 jours de Trump. Quelle leçon peut-on tirer de ce règne de 100 jours avec toutes ces décisions, Pour ma part, je retiens une seule décision qui a eu des effets planétaires. C'est l'histoire du protectionnisme assumé totalement par Trump. C'est l'imposition des droits de douane. Et c'est un homme qui a agi comme, en fait, nous ne sommes pas loin du délit d'initié. C'est quelqu'un qui a agi à travers des actions, des annonces, il a agi sur les cours boursiers. D'accord ? Chaque fois qu'il a eu à parler, les bourses ont immédiatement réagi, faisant le bonheur de certains, comme par hasard certains de son entourage immédiat. Du moment qu'en une seule journée, quand il avait évoqué certains points à portée stratégique sur le plan économique et financier, et ça a permis à certains hommes d'affaires qui intervenaient en bourse et qui sont directement liés à Trump de gagner des milliards de dollars en une journée. C'est dire l'effet Trump sur la planète en matière économique. Cet homme connaît bien les intérêts des États-Unis et à travers ses déclarations, il a agi sur les événements économiques de tous les pays du monde. Bon, sa crainte première, il l'a jamais cachée, c'est la puissance économique de la Chine. C'est la Chine qui est deuxième puissance économique mondiale, qui est en train d'accélérer son arrivée pour prétendre à devenir tête de liste dans 10 ans maximum, suivant les études. Trump a eu aussi l'idée d'essayer de servir les intérêts de son pays en amenant certains pays partenaires à venir plutôt investir directement aux États-Unis, plutôt que de faire du commerce. Vous voulez contourner les droits de douane, venez investir aux États-Unis en meilleures conditions de marché. C'est pour rejoindre ce que disait Yassine, justement pour éponger cette dette. Bon, le facteur, le point fort, l'arme fatale, j'allais dire, de Trump, c'est le dollar. Mais à un moment donné, c'est justement par cette arme que Trump risque aussi de payer cher, s'il n'est pas soutenu par certains pays partenaires, essentiellement contre la Chine. Il n'y a pas un autre bloc qui lui fait face. Merci Karim. Yassine, un mot sur ça, les 100 jours de Trump. Non, les 100 jours de Trump, c'est pratiquement un affrontement au quotidien avec les Chinois. Et puis, Pas spécialement des Chinois, il y a aussi... Essentiellement. Essentiellement. Et puis, il ne s'attendait pas au comportement de certains pays amis. Par exemple, le Japon, qui détient beaucoup de dettes américaines. Et le Japon, tout en étant discret, commençait à vendre les bons de trésor américains et à abandonner la dette américaine. Et ça a été un coup fatal pour lui. Bon, chez les Japonais, ils disent que ce n'est pas nous, pardon, c'est pas le gouvernement, c'est Madame Watanabe. C'est les petits épargnants qui ont peur pour leur argent et ils ont décidé de rapatrier leur argent à partir des États-Unis. C'est un peu ça. Mais s'ils continuent comme ça avec la Chine, on va avoir beaucoup de surprises. Oui. Parce que la Chine peut se passer des États-Unis. Elle peut s'alimenter ailleurs. Mais les États-Unis ne peuvent pas changer la donne chinoise. Voilà. Ils ne peuvent pas changer de fournisseur dans pas mal de secteurs. Et ça, c'est terrible pour eux. Voilà, c'est un peu ça. Ils sont épris même
au FMI, à la Banque mondiale, à l'OMC, il s'est attaqué à ces institutions internationales. Donc c'est pour dire à quel point il se cherche, à quel point il se cherche économiquement, et toujours dans l'intérêt de son pays, Absolument. face essentiellement à la Chine. Et c'est vrai que la Chine a les moyens de contourner toute la politique de Trump. Pourquoi? Parce que la Chine a diversifié sa présence à travers le monde. Elle est sur un autre domaine. Et c'est ça que Trump considère comme une menace. Du moment qu'il n'a pas de levier de pression réel sur la Chine. Et l'avenir nous le dira. Juste une dernière information pour la fin de la première partie de l'émission. Donc, ce sera demain que le défunt Aboubacar Sissi sera rapatrié dans son pays natal. Donc, nous apprenons auprès du recteur de la mosquée de Paris que la dépouille du défunt sera accueillie à la mosquée de Paris. Elle sera suivie d'une ce qu'on appelle la prière la prière et une séance de recueillement à la mémoire du défunt. Donc ce sera demain à partir de 11h à la mosquée de Paris. Donc la mosquée de Paris elle a dénoncé l'assassinat d'Aboubacar Sissi en France. Un mot sur ça, Yassine ou Karim? Oh, l'islamophobie, c'est devenu au quotidien chez les Français. Donc il fallait réagir d'une manière ferme par rapport à ce comportement-là des institutions françaises, d'une partie de la population française. Je veux dire, c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Donc c'est la fin de la première partie d'Angle Mort. Restez avec nous, on revient dans un petit instant.